J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la Commission des Affaires économiques, de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, de la Commission des Finances et de la Commission des Lois ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'1 heure prévu par notre règlement. J'informe également le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ordinaire et du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire ont été publiées. Ces candidatures sont également ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'1 heure. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2, présentée par M. Patrick Kanner, M. Bernard Jomier, Mme Marie-Pierre de la Gontrie, Mme Monique Lubin et plusieurs de leurs collègues. À la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et dans la discussion générale, la parole est à M. Kanner, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour débattre de cette proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2 déposée par le groupe socialiste, écologiste et républicain, alors que ce matin même, Monsieur le Ministre, Monsieur Véran, présentait, sauf erreur de ma part, le 11e projet de loi d'urgence sanitaire en Conseil des ministres. L'examen de notre texte permet de nouveau à la Chambre haute de se pencher sur ce qui nous a mobilisés de nombreuses fois depuis 1 an et demi. L'épidémie de Covid-19 a frappé durement notre pays et le monde entier. La crise n'est pas encore derrière nous, auquel cas cette proposition d'ailleurs n'aurait aucun objet, aucun sens, mais nous commençons à avoir un certain recul dont nous devons tirer des enseignements qui doivent nous guider, mes chers collègues. Je précise tout de suite qu'avec ce texte, notre groupe ne souhaite pas distribuer de bons ou de mauvais points sur la gestion de la crise. Comme toujours, que ce soit lors de l'examen des états d'urgence sanitaire, des débats 50-1, des lois de finances rectificatives et j'en passe, nous souhaitons apporter à la discussion des mesures qui nous paraissent les plus justes et les plus efficaces. Dans ce cadre, nous continuons à dire ce que nous disons depuis plusieurs mois. Cette crise doit être gérée avec clarté et transparence. De la clarté sur les objectifs visés, sur les mesures à prendre pour régler finalement cette question fondamentale et rassurer nos concitoyens. De la transparence concernant les prises de décision. Ces deux éléments sont indispensables pour créer une relation de confiance entre les pouvoirs publics et les Français. Cette confiance est nécessaire pour que l'adhésion aux mesures sanitaires soit massive. Cet effet d'entraînement est d'ailleurs la seule voie pour que nous sortions définitivement de cette épidémie. Nous faisons donc le choix de cette clarté, de cette transparence, conformément à ce que nous défendons depuis juillet dernier et la mise en place du pass sanitaire. Le gouvernement, en associant vaccination et conditionnement de la vie sociale à la présentation d'un pass sanitaire, a exigé des Français une obligation de vaccination indirecte qui ne dit et n'assume pas son nom. Nous pensons que l'obligation vaccinale doit donner lieu à un débat public et doit assumer sa nature. C'est l'exigence démocratique que le groupe socialiste, écologiste et républicain porte à travers cette proposition de loi. Par ailleurs, cette vaccination obligatoire existe déjà pour certaines professions. Et nous ne croyons pas que la lutte contre la pandémie puisse reposer sur quelques professions, qu'elle puisse se découper en tranches finalement. Nous avons applaudi les soignants tous les soirs à 20 h lorsque nous étions confinés. Nous ne pouvons pas les pointer du doigt une fois déconfinés. La crise sanitaire impose une solidarité nationale. La vaccination est un devoir citoyen qui incombe à chacun pour se protéger et protéger les autres. Certes, Monsieur le Ministre, votre forme d'obligation masquée a produit ses effets cet été. Il faut le reconnaître. Elle a permis de briser un premier plafond de verre vaccinal que nous sentions poindre. Plafond de verre qui faisait courir un grand risque à notre pays en raison de la propagation massive de ce méchant variant Delta. Aujourd'hui, nous le constatons, nous sommes devant un deuxième plafond de verre, avec environ 30 000, 35 000 peut-être primo-vaccinés par jour. C'est insuffisant alors que nous devons encore vacciner 8 millions de personnes pour accéder à une immunité qui nous permettrait d'avancer avec plus de certitude que nous n'ayons jamais eu depuis mars 2020. Si nous ne bougeons pas, si nous ne réagissons pas, nous atteindrons un taux de 90% de vaccinés à l'été 2022. Trop tard. Trop tard pour passer avec sérénité la saison hivernale, propice au rebond épidémique, j'y reviendrai. Trop lointain pour attester de l'efficacité d'une stratégie vaccinale ne passant que par le pass sanitaire. Le ralentissement de l'épidémie semble se confirmer en France.
Tant mieux, il faut s'en réjouir et constater que ce ralentissement est dû en majeure partie à l'augmentation de notre taux de couverture vaccinale. Pour autant, nous ne devons pas baisser la garde. Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, nous alerte sur un potentiel redémarrage de l'épidémie à l'automne. Grâce à la vaccination, cette vague, si elle a lieu, ne devrait pas être un calque des précédentes. Pour autant, elle pourrait quand même provoquer des dizaines de milliers d'hospitalisations avec son cortège de morts, de Covid long et d'embolies hospitalières. Cela bat en brèche l'argument porté par certains qui prétendent que cette proposition de loi arrive trop tardivement. Ce n'est pas parce que la Covid ne tient plus le haut de l'affiche depuis plusieurs semaines qu'elle a pour autant disparu. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, en excluant toute adaptation du pass sanitaire avant la mi-novembre et en maintenant un cadre légal permettant d'avoir recours au pass sanitaire peut-être jusqu'au 31 juillet 2022, le gouvernement semble d'ailleurs partager notre analyse. Je l'encourage donc à pousser sa réflexion jusqu'au bout et à assumer politiquement avec nous une vaccination obligatoire et universelle. Devant le risque que je viens d'évoquer, nous ne pouvons pas rester les bras ballants avec un pass sanitaire qui reste un pis-aller, bien imparfait car il comporte des manques en termes de réduction de circulation virale. En effet, quid des métros, des supermarchés, des meetings électoraux? Cela a été confirmé par le ministre de l'Intérieur récemment. La campagne électorale ne passera pas par le pass sanitaire. Autant de trous dans la raquette sanitaire que viendrait combler finalement notre proposition de vaccination obligatoire. Oui, l'obligation engendre de meilleurs taux de vaccination. C'est un outil qui s'est toujours avéré efficace. Utilisons-le comme nous l'avons fait en 1902 avec l'obligation vaccinale pour la variole. J'entends aussi nos concitoyens qui s'interrogent sur le fait d'obliger de se faire vacciner avec un vaccin qui a été mis sur le marché il y a moins d'un an. Je préciserai simplement que pour être commercialisé, un vaccin doit obtenir une autorisation de mise sur le marché. Les vaccins contre la Covid-19 ont été développés en un temps record, certes, mais ils ont satisfait aux différentes phases d'essais cliniques habituellement exigées et obtenu cette autorisation. Ce n'est donc pas un vaccin expérimental. Nous suivons simplement les recommandations des pouvoirs publics. Fermons le banc sur ce point-là. Ce que nous savons en revanche, c'est que les vaccins sont efficaces. Ils le sont en particulier pour éviter les formes graves et les morts, la saturation du système de santé et de ce fait également les morts indirectes liées à d'autres pathologies. Une étude française menée sur 22 600 000 personnes par EPIPHAR, un groupement d'intérêt scientifique, montre que les vaccinés de plus de 50 ans ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisés et de mourir par la Covid-19 si elles sont vaccinées. Nous avons désormais une solution pour éviter la saturation hospitalière et avec celle-ci, bien sûr, le fameux tri terrible des patients. C'est un devoir éthique, mes chers collègues, qui s'impose à nous. Qui serait concerné par cette vaccination obligatoire? Les personnes de plus de 60 ans, en priorité, plus vulnérables, susceptibles d'être hospitalisées, bien évidemment. Nous voulons aussi une application souple et intelligente de l'obligation vaccinale. Celle-ci permettrait d'étendre progressivement l'obligation par tranche d'âge ou de l'interrompre, finalement, rapidement, selon l'évolution de nos connaissances médicales et l'apparition, peut-être, nous l'espérons, de nouvelles thérapies efficaces, par exemple. Cette vaccination obligatoire est la seule mesure universelle qui est aujourd'hui à notre disposition. Les publics éloignés de la vaccination, notamment les plus précaires, ou ceux qui ne se sentent pas concernés par le pass sanitaire, entreront enfin de plein pied dans la stratégie vaccinale française. Elle ne sera pas un frein à l'aller vers, mais sera complémentaire car elle permettra d'engager un dialogue avec celles et ceux qui sont encore, permettez-moi l'expression, dans l'angle mort de la vaccination. Reste la question de la sanction. Il n'y en a pas dans le texte d'origine, dans notre texte d'origine, car l'expérience prouve que c'est l'annonce d'une obligation qui amène les populations à agir et non l'annonce d'une sanction. On le voit, certes peut-être petitement sur le plan démographique, mais on le voit en Nouvelle-Calédonie, où l'annonce de l'obligation a entraîné une hausse de la vaccination, alors qu'il n'y avait pas de sanction pour la population générale. Pour autant, un amendement a été déposé par une grande partie de notre groupe que je soutiens. Il vise à la mise en place de sanctions proportionnées, à l'inverse de ce qui a été proposé pour le pass sanitaire. Concernant le contrôle, question qui nous est fréquemment demandée, il faut également un dispositif proportionné. Plutôt qu'un contrôle partout, tout le temps, contre tous,
qui n'auraient pas le pass sanitaire, eh bien, nous pensons qu'un contrôle aléatoire serait tout à fait efficace. Je tiens d'ailleurs à préciser, Monsieur le Ministre, que nous constatons, en tout cas, moi je l'ai constaté, une forme de relâchement dans le contrôle du pass sanitaire sur le terrain. Des habitudes mauvaises sont en train d'être prises, y compris chez les commerçants, voire même des restaurateurs. En tout cas, le contrôle aléatoire serait beaucoup plus efficace et nous pourrions le systématiser dans les lieux très fréquentés avec une jauge importante. Pour conclure, mes chers collègues, les principes qui nous ont amenés à déposer cette proposition de loi sont simples. L'obligation vaccinale ne doit pas être et ne sera pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le virus. Elle est cependant une pierre importante, fondamentale, qu'il faut additionner à une stratégie plus globale. En ce sens, nous continuerons à nous exprimer, Monsieur le Ministre, sur la levée des brevets, sur le dispositif COVAX qui est loin d'avoir atteint ses objectifs et sur les engagements internationaux de la France. L'OMS, par la voix de Maria Van Kerkhove, nous alerte en nous disant que nous n'avons pas le contrôle du virus dans le monde. Il faut l'entendre, rien que pour la première semaine d'octobre, ont été constatés 3 millions de cas nouveaux de contamination dans le monde et 54 000 décès. Nous continuerons également à soutenir la recherche sur les traitements et les mesures sanitaires tant qu'elles seront nécessaires. Mais je le répète, la vaccination universelle obligatoire est la seule solution efficace pour obtenir une couverture médicale nécessaire à notre protection collective. Avec l'obligation vaccinale sous réserve de l'apparition de nouveaux variants résistants au vaccin, la Covid peut être réduite à une maladie à bas bruit avec des résurgences saisonnières maîtrisées sur le plan sanitaire. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, parce que nous devons renforcer notre arsenal sanitaire, parce que la vaccination est un devoir citoyen, parce que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, je vous invite chaleureusement à voter cette proposition de loi. Merci. La parole est au rapporteur de la Commission des Affaires sociales, Bernard Jomier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, le prix Nobel de la paix vient d'être décerné à 2 journalistes courageux. L'une d'elles, Maria Ressa, apprenant sa distinction, a rappelé qu'un monde sans faits signifie un monde sans vérité et sans confiance. Les faits, mes chers collègues, sont devenus des objets de débat. Les faits, pas la signification qu'on peut leur donner, les causes qui les déterminent, les conséquences qu'on en tire, tout cela devrait être le débat politique. Mais il nous faut, en ce début de siècle, nous battre simplement pour dire la vérité des faits. Et la vérité des faits, c'est que les vaccins contre la Covid-19 sont efficaces, comme peu de vaccins l'ont été, qu'ils sont sûrs et qu'ils sont notre meilleure arme pour réduire la pandémie à l'état d'un bruit de fond sans graves conséquences économiques, sanitaires et sociales. Sans eux, tout notre pays aurait subi, à l'arrivée du variant Delta, ce qu'ont subi ceux de nos territoires où les populations sont trop peu vaccinées. Il nous faut maintenant, avec les vaccins, fournir un dernier effort, un effort collectif. En juillet dernier, pour justifier la vaccination obligatoire de certains professionnels contre la Covid, le gouvernement a mis en avant leur devoir d'exemplarité et leur responsabilité éthique vis-à-vis des personnes vulnérables. Face à un virus imprévisible dont les mutations continuent de menacer la résilience de notre système de santé, eh bien, la responsabilité de la lutte contre cette épidémie ne peut reposer évidemment que sur ces seuls professionnels. Elle est bien entendu collective et chacun d'entre nous doit y prendre sa part. Cette responsabilité collective, elle comprend le respect des gestes barrières, oui, mais la dernière étape pour tourner la page de cette épidémie, nous devons la franchir tous ensemble en mobilisant l'arme la plus sûre et la plus efficace, le vaccin. Par essence, se faire vacciner est un geste solidaire. Après 117 000 décès et un coût de la crise de plus de 400 milliards d'euros pour les finances publiques, qui parmi nous peut se permettre de faire l'économie d'un tel geste ? Nous avons les moyens avec la vaccination de nous rendre collectivement maîtres de cette épidémie pour la transformer en un phénomène à bas bruit, contrôlé sur le plan sanitaire. Une très grande majorité de Français se sont fait vacciner et ils aspirent donc légitimement à ce que les restrictions cessent. Cet objectif, il est à notre portée. Si nous parvenons à court terme à un taux d'immunité
d'origine vaccinale ou naturelle d'au moins 90%. Et il nous manque environ 9 millions de personnes à immuniser pour atteindre ce niveau de protection collective. Et ce n'est pas le pass sanitaire, dont les effets maintenant s'essoufflent considérablement, qui nous permettra d'y parvenir. Avec seulement 30 000 primo-vaccinations par jour maintenant, nous ne pouvons espérer atteindre 90% de la population vaccinée, comme ça a été dit par Patrick Kanner, avant l'été prochain. Or, d'ici là, la probabilité que nous connaissions une nouvelle vague existe bel et bien, avec tout ce que cela emporte d'hospitalisation, de décès et de Covid long, même si nous pouvons espérer que notre système de santé ne serait pas de nouveau saturé. Sommes-nous prêts à prendre ce risque ? À côté d'une petite minorité bruyante d'antivax, j'entends surtout cette majorité de Français qui s'est acquittée de cet acte citoyen qu'est la vaccination. J'entends les 2 Français sur 3 qui soutiennent l'obligation vaccinale universelle. C'est pourquoi le texte que nous examinons aujourd'hui propose d'inclure dans la liste des vaccinations obligatoires la vaccination contre le SARS-CoV-2, tout en ménageant entièrement au gouvernement la souplesse réglementaire nécessaire pour son déploiement en termes de rythme et de population. À ceux qui opposent qu'une obligation vaccinale est inopérante faute de moyens pour en contrôler le respect, je fais appel à leur mémoire. L'obligation vaccinale, c'est vraiment pas une nouveauté dans notre pays. La variole au début du siècle dernier, la diphtérie, le tétanos, la tuberculose, la poliomyélite, autant de maladies qui faisaient chaque année sensiblement moins de morts que le Covid et que nous avons maîtrisées grâce à la vaccination obligatoire. Quelles étaient les sanctions encourues pour faire respecter ces obligations vaccinales historiques ? Des amendes contraventionnelles et rien d'autre. Or, qui ici peut dire que la vaccination obligatoire contre ces maladies n'a pas fonctionné ? L'existence d'une contravention implique-t-elle de contrôler chaque individu à chaque coin de rue ? Non. Et les exemples récents de l'obligation vaccinale universelle contre le Covid en Nouvelle-Calédonie, l'exemple des obligations vaccinales votées en 2018, montre que la hausse des personnes vaccinées a été obtenue en amont de toute sanction. Je n'ai aucun regret des propos que j'ai tenus ici dans cet hémicycle en 2018 face à celles et ceux qui rejetaient déjà l'obligation vaccinale. Car les faits ont parlé. Et la vérité des faits, oui, la vérité des faits, encore une fois, c'est que les objectifs ont été atteints, et rapidement, et que nous sommes maintenant en phase d'éradication de ces maladies contre lesquelles notre lutte patinait, stagnait, s'enlisait. Ce sont des enfants qui ont été sauvés, et ce sont des enfants qu'elles seront épargnées de lourdes complications. Il nous faut donc regarder au-delà de la sanction comme gage d'effectivité. Et au-delà de la contravention, la mise en place d'un passeport vaccinal, sur le modèle récemment décidé en Écosse, c'est-à-dire limité à certaines situations à haut risque, pourrait effectivement renforcer le vote de l'obligation. Enfin, ne sous-estimons pas l'impact psychologique d'une obligation vaccinale, car dès lors que le vaccin est obligatoire et non plus seulement recommandé, sa perception comme outil efficace de santé publique en sort renforcée, et cela aussi s'est démontré. Alors, mes chers collègues, l'obligation vaccinale et une politique d'aller vers ne sont pas antinomiques. Tout au contraire, l'obligation, en plaçant l'État en situation de devoir, favorise cet aller vers. Et encore une fois, l'exemple le plus récent, celui de la Nouvelle-Calédonie, l'illustre. Les élus y ont adopté l'obligation vaccinale universelle le 3 septembre. Les communautés kanaks isolées ont en conséquence demandé à l'État, au haut-commissaire, de leur amener le vaccin en utilisant les hélicoptères de l'armée, et ce fut fait. Depuis, la part des personnes vaccinées est passée de 31% à plus de 70%. C'est aussi pour cette raison que le président du département le plus défavorisé de métropole soutient et demande l'obligation universelle. Au fond, cette proposition de loi porte la conviction que la défense de l'intérêt collectif est la plus efficace pour protéger une société. Cette conviction doit émaner de chacun de ses membres, oui, mais elle doit aussi savoir, lorsque c'est nécessaire,
lorsque c'est légitime, être celle de la loi. Je mesure dans ce débat sur l'obligation combien des années de progression de l'individualisme ont fini, pour certains, à une extrémité de l'échiquier politique, et vraiment l'extrémité, ont fini par transformer ce bien si précieux que sont nos libertés individuelles en un égoïsme sociétal maquillé avec une parfaite indécence en acte de résistance. Oui, c'est un choix politique que de décider à l'heure de l'arbitrage de ne pas réserver les obligations à certains soignants ou gendarmes et d'en exonérer d'autres catégories de la population. Mes chers collègues, la Commission des affaires sociales, vous le savez, a rejeté ce texte que je vous invite à titre personnel à adopter. En tout cas, je pense qu'il poursuit utilement un objectif que nous partageons certainement, rassembler l'ensemble de nos concitoyens dans un effort collectif pour vaincre cette épidémie et tourner la page d'une crise sanitaire qui n'a que trop duré. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Monsieur le sénateur Patrick Kanner, Mesdames et Messieurs les sénatrices, les sénateurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner cette proposition de loi qui vise donc à créer une obligation vaccinale généralisée contre la Covid-19. Pour lutter structurellement contre l'épidémie de Covid-19 et sortir progressivement de la crise sanitaire que nous traversons, la vaccination de l'ensemble de la population est bien la seule réponse efficace, durable et sûre, compte tenu des limites et des risques associés à la recherche d'une immunité collective via la circulation du virus. La maîtrise de la 4e vague épidémique provoquée par l'apparition du variant Delta dès cet été, sans recourir à de nouvelles restrictions, je le rappelle, montre d'ailleurs bien tout l'intérêt de la vaccination. Depuis le début de l'année 2021, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination d'une ampleur sans précédent, selon un calendrier priorisant les populations les plus fragiles, puis certaines catégories professionnelles, et enfin, s'ouvrant à l'ensemble de la population adulte, et depuis la mi-juin, aux mineurs âgés de 12 à 17 ans. Aujourd'hui, vous connaissez les chiffres, et ils sont satisfaisants. Près de 51 millions de schémas vaccinaux initiés et 44 millions de schémas vaccinaux complets. Ce n'est là rien moins que l'une des meilleures couvertures vaccinales d'Europe. Si ces chiffres généraux sont satisfaisants, il ne faut évidemment pas relâcher nos efforts, et ce sous aucun prétexte. Ni pour vacciner ceux qui hésitent ou doutent encore, car certains publics ou certains territoires, notamment en Outre-mer, restent insuffisamment couverts, ni non plus pour la campagne de rappel sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Face aux inégalités sociales et territoriales dans l'accès à la vaccination, dont vous avez pu l'un et l'autre évoquer, des actions dites d'aller vers ont été mises en place, et ce dès le printemps, pour toucher les publics précaires ou éloignés du soin. Plus de 90% des structures d'hébergement social, comme les foyers de travailleurs migrants ou les centres d'accueil pour sans-abri, ont été ciblés par au moins une opération de vaccination. Le principal point de progression concerne aujourd'hui la vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans, qui reste inférieure à nos attentes. Une instruction récente, co-signée avec le ministre de l'Intérieur, vise à mobiliser l'ensemble des partenaires locaux et à faciliter à la fois la prise de rendez-vous et l'accès à la vaccination à domicile. Des actions spécifiques concernent également les Outre-mer, et nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'en discuter ici même il y a quelques jours, la semaine dernière, lors d'un débat organisé par la délégation sénatoriale et son président, le sénateur Artano. Par ailleurs, nous progressons en matière de rappel vaccinal.
Un déclin de l'efficacité vaccinale au cours du temps a en effet été observé, vous le savez, en particulier chez les personnes fragiles face au variant Delta. Cette perte d'efficacité s'observe du point de vue de l'infection et de la contagiosité, mais aussi des formes graves du Covid-19. Face à ce constat, et conformément aux avis rendus par la Haute Autorité de Santé et par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, la France s'est engagée dès le début du mois de septembre dans une campagne de rappel à destination des plus fragiles. Personnes de plus de 65 ans et personnes comorbides et immunodéprimées, 6 mois après leur dernière dose de vaccin, et personnes vaccinées avec le vaccin Janssen 4 semaines après leur primo-vaccination. Ainsi que, plus récemment, les professionnels de santé et l'entourage des personnes immunodéprimées. 4,5 millions de personnes sont ainsi déjà éligibles, compte tenu des intervalles à respecter entre primo-vaccination et rappel, et plus de 40% d'entre elles ont déjà effectué leur rappel. La campagne de rappel vaccinal française est l'une des plus dynamiques d'Europe, même s'il convient de l'accélérer encore, évidemment. La dose de rappel accroît la protection individuelle contre les formes graves, mais également notre protection collective, dans l'hypothèse où notre pays devrait affronter au cours de l'hiver une accélération brutale de la circulation virale. La stratégie vaccinale retenue par le gouvernement a fait toutes ses preuves, en faisant appel à l'esprit de responsabilité de nos concitoyens et en mobilisant toutes les énergies disponibles. À ce titre, il faut saluer la contribution de toutes les parties prenantes, notamment les collectivités territoriales, les élus locaux, à la conduite de cette campagne avec le soutien opérationnel, humain et financier de l'État et en particulier des agences régionales de santé. Nous avons souhaité, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, un équilibre entre protection de la santé publique et liberté individuelle, en n'imposant pas de manière généralisée la vaccination à nos concitoyens. Il faut continuer en poursuivant les opérations d'aller vers, en les affinant plus encore vers les publics les plus éloignés du système de soins et poursuivre la campagne de rappel dont le public éligible va lui aussi progressivement s'élargir. Mais ce n'est pas en imposant une obligation générale, inapplicable et qui pourrait même créer, nous le pensons, un certain nombre d'injustices, que nous parviendrons à la complétude de la couverture vaccinale. Seuls les professionnels se sont vus imposer une telle obligation, vous le savez, afin d'être protégés et de protéger les patients dont ils prennent soin. Nous croyons en effet à l'information, à la pédagogie, à l'incitation, à l'accompagnement, au rappel des gestes barrières, à la nécessité, effectivement, monsieur le sénateur, d'effectuer les contrôles des passes sanitaires, de ne pas baisser la garde, mais nous ne croyons pas à l'obligation vaccinale pour progresser sur le chemin de la vaccination collective. Il faut convaincre et non forcer. C'est ainsi que nous avons avancé depuis le début, avec des résultats remarquables, grâce à l'implication de tous, et c'est ainsi que nous entendons poursuivre. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez compris, le gouvernement ne soutiendra pas la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Véronique Guillotin pour 5 minutes et pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de Commission, chers collègues. L'examen de cette proposition de loi de nos collègues socialistes a, semble-t-il, ravivé la flamme du combat des antivax, non contents de crier au scandale, voire au génocide planétaire, et d'appeler à la révolte contre, je cite, cette nouvelle arme biologique. Pour avoir reçu un grand nombre de sollicitations de cette teneur, je soutiens les auteurs et le rapporteur de la proposition de loi qui ont dû faire face à une campagne massive d'intimidation. Au-delà du débat de fond auquel je vais me prêter, il n'est pas acceptable de voir ainsi menacer les élus de la République. Le pouvoir législatif doit pouvoir continuer à s'exercer et à être force de proposition, quel que soit le sujet et quelles que soient les crispations au sein de notre société. J'aimerais avant tout rappeler une nouvelle fois combien je suis favorable à la vaccination.
Elle est la seule manière de prévenir et contenir les maladies infectieuses graves. Elle est notre seule porte de sortie dans cette crise. Elle est une chance formidable alors que la pandémie nous entraînait inexorablement vers un abîme sanitaire, économique, social et, nous l'avons vu hier, éthique. La baisse du nombre d'hospitalisations et de décès parle d'elle-même, ainsi que le différentiel entre les départements et les pays où le taux de vaccination est élevé et ceux où il reste faible. Le vaccin protège même, avec les variants, des formes graves et sévères de la Covid. Il réduit aussi la charge virale en cas d'infection, puisque les personnes vaccinées infectent 12 fois moins que les autres. Une grande étude française réalisée sur 22 millions de personnes et publiée cette semaine confirme d'ailleurs cette efficacité. Les personnes vaccinées de plus de 50 ans ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisées et d'en mourir. S'agissant de l'obligation vaccinale, elle ne me choque pas dans l'absolu. La première date de 1902 avec la variole et nous en sommes aujourd'hui à 11 vaccins obligatoires pour les enfants. J'ai soutenu cette réforme en 2018, convaincue qu'il fallait frapper fort dans un contexte de défiance croissante à l'égard des vaccins, de recul de la couverture vaccinale et de résurgence inquiétante de certaines maladies que l'on croyait d'un autre temps. Face à la Covid, comme l'a souligné très justement l'Académie de médecine, la vaccination n'est pas seulement un geste civique, c'est un impératif éthique, car les conséquences sur la santé et la vie quotidienne de nos concitoyens sont quasiment sans précédent. Néanmoins, j'ai le sentiment que cette obligation arrive au mauvais moment. Elle arrive trop tôt, non pas parce que le vaccin ne soit pas fiable ou trouvé trop précocement, mais face à un virus encore mal connu et évolutif, nous n'en maîtrisons ni le schéma vaccinal, ni le nombre de doses qui seront nécessaires et la fréquence d'injection. Les variants obligeront probablement à adapter le vaccin et nous n'avons encore que peu de visibilité sur l'évolution de cette maladie à moyen terme. En cela, le Covid est bien différent des maladies ciblées dans les 11 vaccins déjà obligatoires. Mais d'une certaine manière, l'obligation vaccinale arriverait également trop tard. 85% du public cible, les plus de 12 ans, sont déjà vaccinés. Les 12-17 ans ont des taux de vaccination encourageants, alors que leurs doses leur sont ouvertes depuis le 15 juin seulement, et surtout que le pass sanitaire leur est imposé depuis le 30 septembre seulement. La dynamique est là, elle est positive, elle sera probablement renforcée par la fin de gratuité des tests dans quelques jours. Malgré le bruit qu'ils font, les anti-vax et anti-pass sont largement minoritaires. Enfin, tous les indicateurs sont au vert et nous devons en prendre conscience, l'incidence, la circulation virale, les hospitalisations. Tant bien même, nous devons continuer à faire attention. Aussi, proposer la vaccination obligatoire maintenant relancerait un débat qui semble aujourd'hui daté puisque l'immense majorité de la population est désormais vaccinée. Pour les plus récalcitrants, l'instauration d'une obligation, notamment assortie d'une sanction, raviverait les crispations au moment où la résilience envers le vaccin et une forme de confiance semble s'instaurer au moment où la société se tourne vers son avenir et les contours d'une relance qui se doit d'être historique. D'autre part, elle ne permettrait pas de toucher ceux qui souhaiteraient être vaccinés, mais en sont trop éloignés. Ceux qui vivent en zone très rurale, qui ont des difficultés pour se déplacer ou simplement pour prendre un rendez-vous. Je pense par exemple aux plus de 80 ans qui ne sont pas en établissement et chez qui le taux de vaccination est encore insuffisant. Enfin, même si la proposition de loi demeure vague à ce sujet, cette obligation vaccinale reviendrait à remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal. Sinon, comment effectuer les contrôles dans la population générale ? Dans le cas d'une obligation pour tous, devra-t-on interdire l'école aux enfants non vaccinés ? Ces questions restent en suspens alors qu'elles me semblent encore primordiales. Pour toutes ces raisons, le groupe RDS votera contre cette proposition de loi. Ne changeons pas notre fusil d'épaule aujourd'hui. Je le répète, nous sommes favorables à la vaccination la plus large possible et invitons les Français à s'engager sur cette voie pour leur santé et celle des autres. Le pass vaccinal, qui s'est montré éminemment efficace avec un meilleur taux de couverture européen en termes de vaccination, nous semble pour l'heure suffisant en ce qu'il permet de préserver les activités avec un certain degré de protection et de liberté. Pour être pleinement efficient, il doit néanmoins, nous le répétons, s'assortir de mesures plus fortes en matière de sensibilisation et de pédagogie. Et pour les personnes les plus éloignées de la vaccination, une campagne massive doit s'engager avec les collectivités locales au plus près des territoires. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Ravier, non inscrit, pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, décidément, l'Élysée et Matignon savent pouvoir compter sur les idiots utiles en toutes circonstances. Preuve en est aujourd'hui même, aujourd'hui encore,
Tandis que le gouvernement présente la prorogation du pass sanitaire au Conseil des ministres, les sénateurs socialistes, jamais en retard d'une loi liberticide, veulent imposer l'obligation vaccinale aux Français, y compris aux mineurs, le tout assorti, bien évidemment, d'une amende en cas de non-respect de cette infamie. Le pass sanitaire a pourtant déjà fracturé notre pays entre ceux dont la profession les oblige à être vaccinés, ceux qui se sont résignés à être vaccinés pour vivre sans être pourchassés, ceux qui ont été vaccinés volontairement et ceux, dont je suis, qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas l'être et qui, pour en avoir marre d'être harcelés, seraient tentés désormais, plutôt que de faire un discours de 3 minutes, de vous adresser pour seule réponse les 5 lettres si chères à Cambronne. Mais la bienséance sénatoriale me retiendra de le faire cette fois encore. Après 18 mois de mensonges, d'impréparation, de manipulation, de culpabilisation, le pouvoir est arrivé à ses fins. Chaque citoyen est devenu aux yeux de l'autre flic, juge ou un criminel en puissance. Ce désastre ne vous suffit-il pas que vous vouliez encore jeter de l'huile sur le feu de la division ? La loi scélérate dresse les Français les uns contre les autres, alors que sa raison d'être est la réalisation du bien commun et de l'unité nationale. À l'instar des pays autoritaires du Tadjikistan et du Turkménistan, qui sont les 2 seuls pays à avoir imposé le vaccin à tous les adultes, la France devient le Macronistan, où la liberté de conscience de ses habitants est écrasée par l'argument de sécurité sanitaire. Au contraire, et je le dis depuis de longs mois, il n'y a qu'une ligne qui est tenable, mes chers collègues, il nous faut l'ériger en principe de liberté indépassable. Le vaccin doit toujours rester volontaire et jamais obligatoire. Vous disposez assez de supports de propagande et de suppôts estampillés journalistes pour tenter de convaincre plutôt que de contraindre. Cet été, pour justifier le pass sanitaire, vous annonciez une charge virale 1000 fois supérieure du variant Delta. 1000 fois! Rien de tout ça n'a été observé dans la réalité, alors que plus de la moitié des Français n'étaient pas encore vaccinés. Vous vous êtes trompé, ou plutôt vous avez délibérément voulu tromper, voulu faire peur une fois de plus. En définitive, le dispositif législatif que vous nous présentez est gravement attentatoire aux libertés fondamentales et à l'universalité des droits. Sur les plans philosophiques et conjoncturels, tout s'oppose à continuer cette fuite en avant autoritaire initiée par le pouvoir en place. C'est pourquoi, mes chers collègues, je fais appel à votre esprit critique pour voter en faveur des libertés et contre l'obligation vaccinale qui accélérerait, à n'en pas douter, le basculement de notre société dans un quotidien de surveillance et de contrôle généralisé. Merci. La parole est maintenant à Madame Corinne Ferret pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 9 minutes. Pardonnez-moi, Madame la sénatrice, avant que vous commenciez votre intervention, je vais rappeler les règles concernant le port du masque dans l'hémicycle. Le masque n'est plus obligatoire à la tribune. Voilà, donc chaque sénateur ou sénatrice est libre de faire comme il le souhaite lorsqu'il est en tribune. Madame Ferret, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je n'avais pas prévu de dire les quelques mots que je vais dire à l'instant, mais ce que je viens d'entendre est pour moi totalement inacceptable. Je ne peux, Monsieur Ravier, accepter et entendre vos insultes. Vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes parlementaire, de nous parler sur ce ton, de nous traiter d'idiots, de parler de loi Cérélate. C'est inacceptable. Et je voulais le dire, vous n'avez plus la parole, Monsieur Ravier, c'est moi qui suis au micro, donc ça suffit. Nous sommes donc réunis pour débattre de la proposition de loi des sénateurs et sénatrices du groupe socialiste, écologiste et républicain tendant à instaurer une vaccination obligatoire contre le SRAS-CoV-2. Il apparaît en effet légitime à ce stade de nous interroger, de questionner les politiques publiques visant à faire face à la crise sanitaire et ce faisant, d'échanger sur ce sujet de l'obligation vaccinale avec l'ensemble de la représentation nationale.
En associant vaccination et conditionnement de la vie sociale à la présentation d'un pass sanitaire, le gouvernement a mis en place une obligation de vaccination indirecte qui ne dit pas son nom. Nous ne voulons pas non plus que l'obligation vaccinale et la lutte contre la pandémie reposent sur quelques professions. Sûre et efficace, la vaccination contre la Covid-19 est aujourd'hui le seul moyen d'atteindre une protection collective suffisante pour espérer maîtriser durablement l'épidémie et permettre un retour à une vie normale. En limitant les formes graves et les hospitalisations, mais aussi en réduisant la transmissibilité du virus, la vaccination est la clé à la fois d'une sortie de crise et de notre liberté collective. Si l'annonce à la mi-juillet par le président de la République de l'extension du pass sanitaire a permis de relancer le rythme des vaccinations, on voit bien que cet outil a épuisé ses effets. Les primo-vaccinations ne progressent pas suffisamment. On observe même une tendance à la baisse depuis fin juillet. Les personnes les plus vulnérables ne sont pas suffisamment vaccinées. 83% des plus de 80 ans seulement sont vaccinés, contre 100% en Espagne. Et uniquement 85% de nos concitoyens avec comorbidité. C'est trop peu. De même, la vaccination est très inégale selon les territoires. Les Français vivant dans les départements ultramarins sont insuffisamment vaccinés à ce jour. On y déplore un nombre d'admissions en réanimation et de décès sans précédent. La fracture territoriale est réelle. Fin septembre, la Seine-Saint-Denis affichait elle aussi un taux de vaccination très en dessous de la moyenne nationale. Ce sont tristement dans les départements les plus pauvres que la population est la moins vaccinée. En somme, il reste environ 9 millions de Français à vacciner. À ce rythme, ils ne le seront pas d'ici l'été 2022. Or, le risque d'une 5e vague cet hiver n'est pas écarté par les épidémiologistes. Non, nous ne sommes pas sortis de la pandémie. Le variant Delta représente toujours un risque élevé, capable de mettre une fois de plus notre système de soins en difficulté. Il faut donc au plus vite agir pour gagner les quelques points de vaccination qui nous manquent. Nous considérons qu'il est nécessaire d'aller vers les Français non encore vaccinés, en particulier les plus fragiles. La vaccination obligatoire en population générale créera une obligation envers l'État de déployer des moyens en matière de pédagogie et d'incitation à la vaccination. Ces derniers seront très utiles pour protéger ceux qui ont des difficultés d'accès aux soins et à l'information ou ceux qui sont dans la défiance. Certaines politiques publiques, particulièrement le pass sanitaire, souffrent aujourd'hui d'un manque de lisibilité. Ce dernier divise les Français et limite leur liberté individuelle à travers des règles souvent peu cohérentes et incompréhensibles ou peu compréhensibles par tous. Avec la vaccination obligatoire, à l'inverse de ce pass, nous faisons le choix de la clarté et surtout de la responsabilité. Nous espérons notamment mettre fin aux trop nombreuses déprogrammations auxquelles nos hôpitaux sont encore aujourd'hui contraints. Elles ont des conséquences sanitaires considérables, avec notamment des retards en matière de prévention. L'obligation vaccinale doit permettre à l'hôpital public de reprendre l'ensemble de ses activités au bénéfice de tous les patients. Notre proposition de loi, qui s'inscrit dans le cadre légal existant de santé publique, se veut souple. Nous souhaitons que les personnes de plus de 60 ans, plus vulnérables et susceptibles d'être hospitalisées, soient concernées en priorité. L'obligation doit s'appliquer de façon pragmatique et intelligente. Il s'agira d'étendre progressivement le dispositif par tranche d'âge ou, comme cela a été dit, de l'interrompre rapidement selon l'évolution de nos connaissances médicales, en particulier, je pense, de nouvelles thérapies qui seraient tout à fait efficaces. Certains nous interpellent sur la légalité de notre proposition. Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de juger que lorsque la santé publique l'exige, l'obligation vaccinale est une restriction proportionnée au droit de l'intégrité physique. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, elle a, en avril dernier, admis que si l'obligation vaccinale représentait une ingérence dans le principe du droit au respect de la vie privée, celle-ci était proportionnée au regard du principe de la solidarité sociale et au but que sont la protection de la santé et la protection des droits d'autrui. Du fait de l'ampleur des conséquences de la Covid-19 sur la société en matière de santé, de restriction des libertés fondamentales, telles que la liberté d'aller et venir, de vie économique et sociale, nous sommes légitimement fondés à penser qu'il n'existe pas d'obstacle juridique à reconnaître l'obligation vaccinale contre la Covid-19 comme une solution proportionnée. Quand la liberté individuelle porte une atteinte à la santé collective de la population, l'équilibre doit être rétabli par la loi afin de protéger l'ensemble de la société.
Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie met cette obligation vaccinale en œuvre depuis le début du mois de septembre. Elle voit son taux de vaccination augmenter rapidement depuis cette date et les choses vont dans le bon sens. Tout comme le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires chez les enfants, voté en 2018. Cela nous a permis d'atteindre les objectifs fixés après de longues années de stagnation. Nous ne proposons rien d'original ou d'inédit. Certains nous qualifient parfois d'irresponsables en obligeant les Français à se faire injecter un vaccin qui, selon eux, serait, entre guillemets, expérimental. Je rappelle là aussi que pour être commercialisé, un vaccin doit obtenir une autorisation de mise sur le marché. Les vaccins contre la Covid-19 ont été développés en un temps record, certes, mais ils ont satisfait bien évidemment aux différentes phases d'essais cliniques habituellement exigées et obtenu donc cette autorisation. Ce ne sont donc pas des vaccins expérimentaux. Nous suivons les recommandations des pouvoirs publics. Mes chers collègues, agir pour assurer la sécurité des Français et protéger notre système de santé, le personnel soignant, voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. Savoir modifier la stratégie vaccinale de notre pays et pour ce faire ces outils, c'est tout simplement s'adapter à la réalité de l'évolution de la pandémie. Pour les sénateurs et sénatrices du groupe socialiste, écologiste et républicain, vous l'avez compris, l'heure de la vaccination, de l'obligation vaccinale est venue. Elle seule constitue une démarche de protection collective, de lutte contre les inégalités territoriales, les inégalités sociales, en créant un devoir de l'État d'aller vers ceux qui sont aujourd'hui éloignés de la protection que constitue la vaccination. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Martin Lévrier pour 6 minutes et pour le groupe RDPI. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Tout est ici question d'arbitrage et de choix politiques. Quelle liberté sommes-nous prêts à sacrifier pour être mieux protégés? Quel danger sommes-nous prêts à côtoyer pour garder le maximum de liberté? Chacun possède ses valeurs propres, sa représentation du monde qui l'amène à choisir un point d'équilibre entre liberté et sécurité. Et c'est le rôle même du législateur de construire ce point d'équilibre qui fait nation. Considérant la vaccination obligatoire comme étant le seul chemin pour sortir d'une politique de sécurité sanitaire et entrer dans une politique de santé publique, Patrick Caner, Bernard Jomier, Marie-Pierre de la Gontrie, Monique Lubin et plusieurs de leurs collègues ont déposé au Sénat un texte qui, dans un article unique, propose de modifier l'article L. 3111-2 du Code de santé publique afin d'ajouter la vaccination contre le SRAS-CoV-2 dans la liste des vaccinations obligatoires. Si nous comprenons l'objectif, car la vaccination est notre meilleur atout, nous ne pensons pas que cette démarche soit nécessaire. L'intérêt public de la vaccination est indéniable. À date, et depuis le début de la campagne de vaccination en France, 51 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 49 millions ont désormais un schéma vaccinal complet. Aussi, compte tenu de l'ampleur de notre couverture vaccinale, la pédagogie et la prospection des territoires en carence restent les approches les plus utiles à destination de concitoyens non vaccinés. Souvenez-vous, il y a moins d'un an, le 3 décembre 2020, une enquête IFOP fiduciale menée auprès de 1003 personnes indiquait que seuls 39% des Français avaient l'intention de se faire vacciner. Les doutes quant à l'efficacité du vaccin et la crainte d'éventuels effets secondaires après sa mise au point rapide, la perte de confiance dans les scientifiques, la montée de l'individualisme et l'hostilité aux institutions expliquaient en grande partie ces réticences. À titre de comparaison, les Allemands, à la même époque, y étaient prêts à 79%, les Britanniques à 69%, les Italiens à 65%. Le taux se situait à 64% aux États-Unis. Les plus favorables à la vaccination étant les Indiens et les Chinois, avec des taux de 87 et 85%. En France, les incitations à la vaccination liées à la mise en place du pass sanitaire, qui préserve une liberté de choix pour ceux qui désireraient encore réfléchir, ont largement fait preuve. D'ailleurs, il est à noter que du respect du confinement aux gestes barrières, en passant par la vaccination, les Français
ont joué le jeu, et ce depuis les prémices de la pandémie, et nous devons ici les remercier. Nous avons eu raison de faire confiance à l'esprit de responsabilité de chacun. C'est la raison pour laquelle la vaccination tend aujourd'hui vers une couverture totale dans un climat qui s'apaise, voire est totalement apaisé. La fin de la gratuité généralisée des tests de dépistage à la mi-octobre devrait elle aussi renforcer les incitations à la vaccination. Et il en va de même pour les dispositifs d'aller vers. J'en avais exprimé la demande lors de la déclaration du gouvernement sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie du 17 décembre dernier. Les dispositifs d'aller vers, développés très tôt pendant la campagne de vaccination, se poursuivent pour permettre la vaccination des personnes éloignées du système de soins, les personnes victimes de la fracture numérique ne pouvant prendre rendez-vous en ligne, ou encore les personnes en situation de handicap, les travailleurs migrants, les détenus, etc. Un premier bilan fait état de 1,2 million de patients vaccinés grâce à ce dispositif d'aller vers. Et d'autres opérations sont en cours de montée en charge. À la demande pertinente du Conseil de l'Ordre des médecins généralistes et avec l'appui du gouvernement, le 7 juillet, la CNIL a validé l'envoi aux médecins traitants de la liste de leurs patients non vaccinés. Un point sur lequel nous comptions fortement pour accentuer ces efforts visant à informer et convaincre les personnes n'ayant reçu encore aucune dose. Je profite d'ailleurs de ce temps de parole pour les encourager à continuer de contribuer au succès de cette mesure, peut-être la plus importante de toutes. Aussi, alors que la situation sanitaire s'améliore et que certaines personnes vaccinées semblent réticentes à une troisième dose, parce que suffisamment rassurées à leur sens par les chiffres de la pandémie, la proposition de loi du groupe socialiste aura un effet totalement contre-productif et braquera davantage les plus réfractaires. Si la pédagogie génère la confiance, la coercition, elle, rajoute de la peur à la peur. En outre, le texte que nous examinons aujourd'hui reste muet sur la modalité de cette obligation vaccinale, les conséquences ou sanctions en cas de manquement et laisse entière la question des moyens de contrôle de son respect. Dénuée de toute sanction, cette mesure obligatoire est dépourvue de tout effet crédible. Une bonne loi, dois-je le rappeler, est d'abord une loi applicable, c'est-à-dire normative. Enfin, et pour conclure, le gouvernement et la majorité présidentielle, soucieux de déterminer le point d'équilibre entre liberté et sécurité, se voyaient, souvenez-vous, reprocher leur abus de pouvoir, leur autoritarisme parmi leurs détracteurs. Ceux-là même qui hier prônaient le 100% pédagogie revendiquent aujourd'hui le 100% coercition. En résumé, vous vouliez la liberté, désormais vous prônez la sécurité absolue. Vous n'avez pas compris que le pass sanitaire est la concrétisation du « en même temps ». Il construit le juste équilibre qui permet à chaque Français d'être acteur de la gestion de cette pandémie. Vous comprendrez que pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est à monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La découverte des vaccins contre la Covid-19 en un temps record a été une première et grande victoire, en particulier pour les vaccins ARN messagers qui ouvrent de nouveaux horizons thérapeutiques. La vaccination massive de la population française a permis de stabiliser la situation sanitaire. Où en serions-nous sans vaccin ? 21 nouveaux départements sont passés sous le seuil d'alerte ce lundi, si bien que de nombreux enfants peuvent désormais avoir une scolarité sans masque. Je souhaite remercier les élus, les soignants, les sapeurs-pompiers des départements qui ont fait un travail considérable aux côtés de l'État pour mener à bien la campagne de vaccination. À partir de cette semaine, les tests de confort ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale et nous entamons les campagnes de rappel pour les personnes immunodéprimées, les soignants et les personnes âgées de plus de 65 ans.
Actuellement, plus de 87% de la population éligible a reçu une première dose de vaccin en métropole. Les médecins généralistes sont en première ligne pour poursuivre l'effort vaccinal avec désormais la possibilité de disposer de vaccins Pfizer et Moderna. Le pass sanitaire a permis de franchir un cap difficile sans imposer une vaccination obligatoire pour tous. Ce dispositif incitatif a fait ses preuves, assurant la sécurité collective. Le gouvernement se pose la question de son assouplissement et à terme sa suppression. De nombreuses incertitudes demeurent malgré tout, au premier rang duquel figure la possibilité émergente de nouveaux variants résistants au vaccin. Mais depuis des mois, les autorités scientifiques et médicales s'accordent à dire que le vaccin représente le meilleur moyen d'endiguer les vagues de contamination. La vaccination sauve de nombreuses vies, comme le confirment les études de l'ANSM ou de la CLAM, publiées ce lundi. Les personnes vaccinées de 50 ans et plus ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisés ou de mourir du Covid-19 que les non-vaccinés. C'est un fait. Des patients hospitalisés sont majoritairement des personnes non vaccinées, nous le constatons. Nous avons été nombreux à éprouver la tentation de l'obligation vaccinale. Le groupe Les Indépendants avait approuvé l'obligation vaccinale en direction du personnel soignant et d'un certain nombre de professionnels particulièrement exposés. La question d'une vaccination obligatoire aurait pu effectivement se poser, comme nous l'indique Bernard Jomier et le groupe socialiste dans la proposition de loi. Pour autant, il nous semble qu'imposer une obligation universelle à ce stade ne nous semble pas nécessaire. Les 9 millions de Français éligibles qui ne sont pas vaccinés forment un ensemble très hétérogène alors que la vaccination progresse chez les jeunes. 15% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés. La participation des médecins généralistes et l'envoi de courriers d'invitation à la vaccination devraient permettre de combler ce retard chez les personnes les plus vulnérables. Nous considérons donc que les données actuelles favorables ne justifient plus l'instauration d'une obligation vaccinale obligatoire. Le pass sanitaire représente une solution donc de compromis qui a donc bien fonctionné. Nous aspirons tous à sortir de la crise sanitaire le plus rapidement possible. Il nous semble cependant que cela doit se faire dans un esprit de concorde. L'exemple de l'Espagne montre qu'il est possible de lever les dernières résistances à la vaccination par la responsabilisation, le dialogue et l'incitation. L'évolution donc positive de notre situation sanitaire en France ne nous semble pas donc pour l'instant justifier la mise en place d'une vaccination obligatoire contre la Covid-19. Notre groupe ne votera pas pour cette proposition de loi. Certains s'abstiendront, d'autres voteront contre. Merci. Merci. La parole est à monsieur Alain Milon pour le groupe Les Républicains et pour 7 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'auteur de la proposition de loi. Les questions simples sont souvent celles dont les réponses sont les plus complexes. La PPL que nous examinons aujourd'hui en est l'illustration probante, un texte simple proposant uniquement de compléter par un alinéa supplémentaire un article qui en compte déjà 11. A priori, un ajout anodin qui s'inscrit dans la lignée de cet article 3111-2 du Code de la santé publique qui liste les vaccins obligatoires. La PPL examinée propose donc d'instaurer la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2 pour tous, sauf contre-indication médicale, vaccination qui ne serait pas prise en charge par la sécurité sociale. À titre personnel, je suis en général un ardent défenseur de la vaccination obligatoire, mais être convaincu sur le principe ne suffit pas. Permettez-moi de citer ici Claude Bernard, pour qui, à la source de toute connaissance, il y a une idée, une pensée, puis l'expérience vient confirmer l'idée.
Si on applique cette démarche à l'examen de cette PPL, il nous appartient de confronter l'idée de cette vaccination obligatoire à l'environnement juridique et scientifique au regard notamment de l'état des connaissances et des techniques. La question inclue dans cette PPL implique de déterminer si la protection individuelle et collective de santé justifie de rendre obligatoire cette vaccination contre le SARS-CoV-2. Dans la résolution 2361 adoptée en janvier dernier par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, celui-ci a invité les États à, je cite, « s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner ». Et en ce qui concerne les enfants, je cite à nouveau, de veiller à un juste équilibre entre le déploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l'examen justifié des préoccupations concernant la sécurité et l'efficacité des vaccins. Au sein de notre Assemblée, nous avons voté, je l'ai voté avec vous, en faveur du principe d'une obligation vaccinale pour certains personnels visés par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire publiée le 5 août 2021, à savoir le personnel soignant, les personnels accompagnant les personnes vulnérables dans les établissements médico-sociaux. La stratégie déployée depuis le mois de décembre a consisté à prioriser les personnes les plus vulnérables qui étaient susceptibles de développer des maladies aggravantes. Cette stratégie évolutive par rapport aux tranches d'âge était nécessaire pour éviter l'engorgement des hôpitaux, mais également pour faire face à un manque de doses si, dès le début de l'année 2021, il avait fallu vacciner une large majorité de la population. Depuis cet été, une incitation à la vaccination plus forte avec la mise en place du pass sanitaire produit ses effets. Dans le pays, 50 millions de Français sont vaccinés et je m'en réjouis. Toutefois, dès l'examen du projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire, j'avais alerté, souvenez-vous-en, sur les mutations de ce SARS-CoV-2 avec l'apparition de nouveaux variants qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, n'échappent pas encore à la vaccination. Mais sommes-nous sûrs que dans les mois à venir, nous n'aurons pas un variant qui échappera à cette vaccination? Dans ce cas, nous serons obligés de prévoir tous les ans une vaccination obligatoire contre les variants du SARS-CoV-2. Dans ces conditions, il semble plus judicieux et acceptable par nos concitoyens d'aligner la vaccination contre ce SARS-CoV-2 sur le modèle de la vaccination contre la grippe, qui n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée pour les personnes vulnérables. Méfions-nous, ce SARS-CoV-2 est en train de muter. Nous ne sommes pas sûrs de la pérennité, de l'efficacité de la vaccination actuelle. Ne parlons-t-on pas actuellement déjà d'une troisième dose? Bernard Jomier a insisté sur le fait qu'il y avait déjà pas mal de vaccins qui étaient mis en place avec un énorme succès. Je voudrais juste ajouter que ces vaccins qui marchent très bien, qui ont protégé la population, qui ont entraîné l'éviction complète de certaines maladies, sont des vaccins ou contre des maladies bactériennes, je ne vais pas toutes les citer, tuberculose par exemple, ou contre des maladies virales, mais des maladies virales avec un virus non variant. Ici, on n'a pas le cas. Les auteurs de cette PPL proposent aussi que cette vaccination ne soit plus prise en charge par la sécurité sociale, donc plus gratuite, comme c'est le cas actuellement. Même s'il s'agit de contourner l'article 40, permettez-moi juste d'ajouter que j'aurais aimé qu'un remboursement par les complémentaires santé puisse être envisagé. Enfin, cette PPL qui prétend imposer une obligation ne prévoit aucune condition pour rendre cette obligation effective à l'égard des plus réfractaires, ni de sanctions en cas de non-respect de la dite obligation. Il y a certes une obligation dans l'article L3111-2, mais c'est une obligation qui concerne les enfants, pour la crèche, pour les écoles. La vaccination contre SARS-CoV-2, c'est à partir de 12 ans, donc il n'y a aucune sanction de prévue dans ce texte, et c'est peut-être là aussi quelque part gênant. Cette PPL ne revêt donc qu'une dimension exclusivement proclamatoire. Écrire dans un article de loi que la vaccination est obligatoire n'a strictement aucun effet sur la généralisation de cette vaccination. Au vu de ces différents éléments, le groupe LR dans son ensemble votera contre ce texte. Merci. La parole est à Madame Poncet-Monge pour le groupe Écologie Solidarité Territoire et pour 5 minutes.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis l'instauration du pass sanitaire, la vaccination a cessé de relever seulement d'un choix individuel, tout en maintenant le principe éthique du consentement. Puis, avec la fin du remboursement des tests, qui fragilisera certainement la stratégie du tester, alerter, protéger, la question de la vaccination obligatoire cheminait, nous y sommes. Nous poursuivons le même objectif de l'immunité collective que cette PPL. Et les données sont sans équivoque. La vaccination protège des formes graves de la maladie et contribue à maintenir notre système de soins à moindre tension, d'autant que la pandémie l'a percuté alors qu'il traversait une crise profonde. Très vite, la vaccination a été l'alpha et l'oméga de la politique publique de santé qui s'est heurtée à l'état des inégalités sociales et territoriales et à la crise de confiance dans la parole politique et institutionnelle. Une des plus grandes études à ce jour sur la défiance vaccinale, avec un échantillon de 135 000 personnes, montrait qu'elle concerne majoritairement des personnes peu diplômées faisant partie des 10% les plus pauvres. Cette population vit une marginalisation et une relégation sociale qui nourrit un manque de confiance envers les institutions, entraînant cette défiance envers la politique vaccinale. A contrario, c'est dans les pays où la confiance envers les autorités publiques est forte que l'on observe le plus haut taux d'adhésion à la vaccination. Il faudrait revenir sur les obstacles, les inégalités d'accès aux soins, les déserts médicaux, la réalité de l'isolement d'une partie sensible de la population qui ont conduit les collectivités territoriales et les services déconcentrés de la santé à mettre l'accent sur la démarche de l'aller vers. Aujourd'hui, plus de 85% de la population éligible, soit des plus de 12 ans, est complètement vaccinée. L'hypothèse serait qu'il nous faudrait, avec la vaccination obligatoire, gagner, avant la possible vague hivernale, les quelques pourcents pour atteindre une situation estimée stable d'un bruit endémique de fond sans gravité. Ce raisonnement transpose l'expérience des vaccinations obligatoires passées, notamment des enfants, où une vaccination protégeait des décennies entières, alors que l'on parle déjà de troisième dose, puisque la protection apportée par la vaccination décroît avec le temps, notamment pour les plus âgés. L'atteinte de la couverture vaccinale totale et durable est un objectif qui se dérobe avec le temps, sans même parler des variants qui ne manqueront pas d'apparaître quand 75% des vaccins administrés sont concentrés dans les 10 pays les plus riches alors que la pandémie est mondiale. Il est probable qu'il faille renouveler, ça a été dit régulièrement, voire tous les ans, le geste vaccinal. La priorité nous semble plutôt la couverture vaccinale complète et suivie dans le temps des populations à risque élevé et donc une action résolue pour comprendre le retard français dans la vaccination des plus de 80 ans notamment. 92,5% des 65-74 ans présentent un schéma vaccinal complet, mais près de 15% de non-vaccinés chez les plus de 80 ans. Population isolée, population précaire, à domicile, qu'apportera de plus l'obligation? A-t-on vraiment tout fait quant à la politique de l'aller vers? C'est vraiment se donner un étonnant satisfecit, alors que plusieurs pays européens, dont l'Espagne, ont quasi 100% de vaccinés dans cette tranche d'âge sans aucune obligation. Pas de solution magique ou paresseuse, il nous faut comprendre puis consentir l'effort pour mettre en place les mesures correctives. Quant aux populations rétives à la vaccination par défiance, plusieurs acteurs, le SAMU notamment, soulignent qu'en prenant le temps, dans une rencontre de proximité, peu maintiennent leur refus. Là encore, ce défaut de confiance ou d'information ne sera pas résolu par une injonction institutionnelle supplémentaire. Au contraire, l'obligation risque d'être contre-productive et de figer la résistance. Quant aux sanctions financières, voire aux interdictions de travailler qui pourraient en résulter, la société en sortira encore plus, de nouveau, plutôt fracturée, voire plus inégalitaire en touchant les plus précaires. Comme toute obligation, des mesures de contrôle et de surveillance en découleront. La France s'engagerait alors seule dans cette voie, réactivant une conception verticale, centralisée de la gestion de la pandémie.
Enfin, comme le rappelle l'Institut Pasteur, la vaccination obligatoire ne permettra, même si elle était totale, même si la vaccination était totale, toute la population générale, ne permettra ni un retour plus rapide à la vie quotidienne, ni même d'en finir avec le pass sanitaire et les gestes barrières. Dire autre chose est au pire un mensonge, c'est une inexactitude. La vaccination obligatoire, prendrait le contre-pied de la position de l'OMS, convaincre plutôt que contraindre. Et le virus étant là pour longtemps, la vaccination obligatoire pourrait permettre d'aller peut-être plus vite à court terme, mais avec l'adhésion de la société, on ira plus loin. Le groupe écologiste remercie le groupe socialiste d'avoir permis ce débat. Sur ce sujet, pas de vérité absolue, mais rien n'indique que la vaccination obligatoire soit le dernier recours. En conséquence, le groupe écologiste, à l'unanimité, votera contre l'adoption de cette proposition de loi. Merci. Madame Cohen, vous avez la parole pour 5 minutes et pour le groupe CRCE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la lutte contre le Covid-19 passe par une couverture vaccinale de l'ensemble de la population en France, en Europe et dans le monde. Nous saluons la découverte en un temps extrêmement court de vaccins contre ce virus très contagieux et dangereux. Obtenir le meilleur taux de couverture vaccinale de l'ensemble de la population le plus vite possible est un objectif que nous partageons toutes et tous dans cet hémicycle. Et les derniers chiffres de Covid Tracker sont rassurants. Le cap des 50 millions de Françaises et Français primo-vaccinés a été franchi le 6 octobre dernier, soit 75,4% de la population, alors que 73,1% ont reçu les 2 doses requises. Ce sont des moyennes, les situations sont inégales, avec des taux plus faibles dans les territoires ultramarins, sans parler de certains pays où l'accès au vaccin est quasi inexistant. C'est pourquoi, pour nous, il est indispensable de mener de front la bataille en faveur de la levée des brevets des vaccins afin qu'ils profitent à l'ensemble de la planète. C'est dans ce contexte que nos collègues socialistes, que je remercie, ont déposé cette proposition de loi visant à rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour toutes les personnes majeures. Au groupe CRCE, nous estimons que la persuasion est plus efficace que la contrainte et les sanctions financières que veut introduire le rapporteur. Les raisons pour lesquelles des personnes aujourd'hui n'ont pas leur parcours vaccinal complet sont multiples. Parmi elles, on retrouve de nombreuses personnes âgées isolées à leur domicile. Que signifierait pour elles une obligation vaccinale ? Pour convaincre les personnes non vaccinées, il faut mener une véritable campagne de prévention nationale qui multiplie les actions qui consistent à aller vers. Pourquoi les plus de 80 ans sont-ils tous vaccinés en Espagne et au Portugal et pas en France ? Concernant l'obligation vaccinale, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a lui-même reconnu que la priorité est de vacciner les personnes vulnérables qui se trouvent en périphérie du système de santé. Et de préciser que pour toucher les 14% de plus de 80 ans encore non immunisés et les personnes précaires ou obèses éloignées des soins, l'obligation ne changerait rien. La seule façon de réussir à les protéger reste d'aller les chercher quasiment une par une grâce aux médecins traitants, aux infirmières, aux associations. » Fin de citation. En outre, l'obligation vaccinale va renforcer les inégalités sociales et territoriales de santé, comme le disait récemment Jérôme Martin, cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Je le cite, « Attribuer à l'individu la responsabilité pleine et entière de son comportement, sans apporter de soutien par une réelle politique de compensation des inégalités de santé est vouée à l'échec. L'adhésion et le respect des mesures par la population dépendent fortement de la crédibilité des gouvernements et de la confiance réciproque entre les autorités et la population. Il est tout à fait regrettable que le gouvernement ait fait de la vaccination un enjeu politique, alors que c'est un enjeu de santé publique. Pour notre part, nous estimons que la question qui nous est posée pour vaincre la pandémie n'est pas l'obligation vaccinale, mais l'état de notre système de santé mis à mal depuis près
de 20 ans? Comment améliorer l'accès aux soins des publics les plus éloignés alors que les déserts médicaux en zone urbaine comme rurale entraînent des renoncements? Comment éviter la saturation des hôpitaux alors que 100 000 lits ont été fermés en 20 ans pour réaliser 9 milliards d'euros d'économies et que 5 700 lits ont été supprimés en 2020? Comment rassurer la population sans avoir la maîtrise de la production de médicaments, dont les vaccins, par un pôle public de médicaments et des dispositifs médicaux? Voir s'envoler les profits des labos en pleine crise sanitaire, économique et sociale est indécent et sème le doute parmi les populations. Comment faire en sorte que les professionnels ne quittent pas le chemin de l'hôpital, épuisés par les conditions de travail qu'ils vivent, dépités d'avoir été applaudis hier et stigmatisés aujourd'hui par la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire qui a rendu la vaccination obligatoire pour elles et eux, avec, en cas de refus, une suspension immédiate de leur contrat de travail sans rémunération? Comment ne pas s'inquiéter sur ces milliers de suspensions qui entraînent des tensions dans les établissements qui manquent déjà cruellement de personnel? Ainsi, par exemple, l'hôpital de Mulhouse, qui a dû déclencher le plan blanc pour réquisitionner le personnel disponible, ou encore certains départements ultramarins où la loi ne peut être appliquée sous peine de fermeture des établissements hospitaliers. L'impératif de santé publique nécessite une véritable révolution copernicienne de notre système de santé, avec un financement qui soit assuré selon les besoins personnels, en lits d'hôpitaux, en hôpitaux de proximité, et non selon des objectifs de réduction des budgets publics. La grande majorité du groupe CRCE votera contre cette proposition de loi, car si nous partageons l'objectif d'une couverture vaccinale la plus large possible, vous l'aurez compris, nous préférons une forte adhésion de la population à la contrainte. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour 8 minutes et pour le groupe Union Centriste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur. Je tiens tout d'abord à adresser un message de soutien à notre collègue Patrick Kanner et à son groupe qui, dans une situation de crise inédite, ont fait une proposition logique méritant un débat de fond éclairé, un échange d'arguments construits et en aucun cas le déferlement de menaces intolérables qui ne font que brouiller le débat de ce 13 octobre. Mon message suivant ira, si je puis me le permettre, à tous ceux qui croient qu'avec des milliers de mails, une avalanche d'invectives et autant de tapages, on influence le vote d'un sénateur. Nous ne légiférons ni à l'audiomètre ni au sonomètre. Je respecte profondément le droit d'expression et le droit de manifestation, mais à tous ceux qui en font trop, je demande simplement de me laisser m'informer à des sources fiables et travailler sereinement dans l'unique et constant souci de l'intérêt commun. Ce préambule étant posé, j'en viens au débat autour de l'obligation vaccinale que nous avons déjà eu dans l'hémicycle cet été, lorsque le Sénat s'est prononcé dans sa majorité pour l'instauration du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants. 2 mois après ce vote et la mise en place de ces mesures, le groupe socialiste propose de nouveau d'étendre l'obligation vaccinale à l'ensemble de la population de plus de 12 ans. En effet, il apparaît que la courbe des vaccinations s'infléchit et que son rythme ralentit notablement. Mais je suis surprise qu'avant de proposer une mesure radicale, venant à l'encontre de ce qui vient d'être mis en place, nous ne prenions pas le temps d'une analyse approfondie des causes de ce phénomène de ralentissement vaccinal. Car enfin, est-il prudent de s'attaquer au comment sans avoir bien étudié le pourquoi ? J'ai relu avec attention tous les arguments et auditions du rapport de M. Jomier et je n'ai pas trouvé de réelle analyse des réticences vaccinales. Je me souviens pourtant bien du professeur Delfrécy nous disant en audition « Il faut profondément essayer de comprendre et respecter l'hésitation vaccinale ». Il y a bien dans le rapport une synthèse exhaustive des opérations d'aller vers, dont on ne sait pas d'ailleurs lesquelles sont encore en cours et lesquelles ont été interrompues. Les opérations de vaccination en entreprise, en milieu scolaire ou universitaire, au plus près des personnes en hébergement d'urgence, dans les prisons, squats ou bidonvilles. Mais j'aurais aimé lire pourquoi certains ont refusé le vaccin et dans quelles proportions. Ont-ils été touchés, approchés ? Quel retour sur ce point des ambassadeurs de la vaccination, les 700 personnes en CDD recrutées pour assurer les campagnes d'aller vers ? À l'heure où chacun de nous est constamment sondé, je m'étonne qu'on ne les ait pas interrogés sur ce point capital.
On peut imaginer que la dernière poche de résistance est composée des antivax fermement opposés au vaccin. Quelle proportion représente-t-il ? Mais je note également dans ce rapport qu'une part non négligeable des personnes de plus de 80 ans demeurent éloignées de la vaccination, avec des situations d'isolement aggravées par des difficultés d'accès à un médecin traitant et se trouveraient en situation de mort sociale. Ce qui m'inspire 3 remarques. Premièrement, cette PPL creuserait alors une inégalité sociale, ce qui n'est pas l'objectif, et ferait de ces personnes âgées isolées, en plus du reste, des hors-la-loi. Deuxièmement, il y a fort à parier que loin des 4 cercles que sont la famille, les amis, le voisinage et les réseaux associatifs, je cite le rapport, ces personnes soient de pauvres vecteurs de maladies car ils n'ont pas grand monde à qui la transmettre. Une obligation vaccinale ne résoudra en rien leur état de non-vaccinés, qui relève plutôt de difficultés sociales et logistiques auxquelles nous pouvons collectivement travailler.